Alors je tiens entre mes mains l'œil de ma rivale. C'est probablement l'un des plus célèbres wax ici en Afrique. Mais beaucoup de gens ne savent pas que ce pagne n'est pas africain. Et pour vous montrer à quel point il a réussi son usurpation d'identité, je vais interroger les gens pour leur demander quelle est l'origine de ce tissu. On va écouter leurs réponses. Est-ce que vous connaissez ce pagne? Oui, bien sûr. Les yeux de ma rivale. À votre avis, est-ce qu'il est un pagne européen, asiatique ou africain? C'est un pagne africain. Est-ce que vous le reconnaissez? Oui, c'est un pagne africain. C'est un pagne africain? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Regardez-le bien. Ouais. Tenez-le. C'est pas africain. Non, ce pagne est un pagne asiatique. Si c'est pas africain, c'est sûr que c'est asiatique. Africain, Non. européen ou asiatique? Bon, asiatique, hein. C'est des trucs qui viennent de la Hollande, je pense. C'est un pagne européen. C'est un pagne asiatique. Est-ce que vous pouvez toucher? C'est un pagne européen. Oui. C'est un peu comme hollandais. Oui. Le pagne hollandais, c'est du Vlisco. Je m'appelle Rémi, je suis à Cotonou au Bénin et je vais vous montrer comment depuis plus de 2 siècles, un tissu hollandais s'est fait passer pour un tissu africain et se remplit les poches sur le dos des vrais tissus africains cousus localement. Le was venant de l'extérieur a pu trouver sa place dans le cœur des Africains. Et il s'est installé. Les Africains ont adopté le was, oubliant leur propre héritage. En gros, les Britanniques et les Hollandais vont africaniser un procédé ancestral indonésien pour conquérir le marché africain subsaharien. Je vais vous montrer comment le wax s'est camouflé pour mieux infiltrer le marché local. Le was, c'est un produit d'entretemps que les soldats africains ont ramené ça en Afrique comme des cadeaux qu'ils avaient partagés à leurs familles proches. Comment il s'est incrusté dans la culture et les traditions pour dominer l'industrie du pagne en Afrique. Ça fait partie des éléments de la dot, ça fait partie des vêtements d'une femme dite respectée et respectable. C'est un signe aussi d'africanité, ce qui est paradoxal parce que ce n'est pas du tout africain. Un tissu imposteur qui rapporte à la marque Vlisco des centaines de millions d'euros chaque année. Donc, l'argent repart dans leur poche. Et qu'est-ce qui nous revient à nous? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux que nous travaillions nos matières, nos intrants, que d'enrichir d'autres personnes? Personne ne va faire le combat pour nous. On doit le faire nous-mêmes. Mais le consommateur également doit pouvoir dire « je ne veux pas de ceci, je veux plutôt de celui-là qui vient de chez moi, qui me parle, qui a un lien avec moi. » Vous voyez un pagne tissé ivoirien, un pagne tissé béninois, un d'Anfani du Burkina Faso, c'est tellement beau. Et quand vous voyez nos enfants habillés en canevas, comme on le dit chez nous ici, ça leur permet d'être eux-mêmes tout en plaisant au monde. Si nos pagnes locaux pouvaient se peiner à faire une grande pub comme le fait Vlisco, je pense qu'il y aura une concurrence très rude. Mais vous verrez surtout que derrière tout ça se cache un problème beaucoup plus profond. L'idée que la bonne qualité vient toujours d'ailleurs, que n'est bien habillé que celui qui porte les vêtements de l'Occident. C'est le complexe de la veste. Malheureusement, il est très développé aujourd'hui, aussi bien au Bénin que dans beaucoup d'autres pays africains. Il est tellement développé que ce complexe-là, tel un virus, touche même les dirigeants de nos pays. En fait, la vraie histoire du wax commence en Indonésie à la fin du 19e siècle. Et à la base, il ne s'appelle pas comme ça. Son vrai nom, c'est le batik indonésien, une technique traditionnelle d'impression développée sur l'île de Java. Il est destiné à la haute société javanaise et certains dessins sont même exclusivement réservés à la famille royale. Les colonisateurs britanniques voulaient le produire en masse et plus vite. Du coup, ils l'ont copié pour sortir les premiers batiks industriels. À leur tour, les colons néerlandais ont récupéré cette technique d'impression, l'ont améliorée et l'ont mécanisée. À cette période-là, Britanniques et Néerlandais ne s'intéressent pas encore à l'Afrique, mais plutôt au gigantesque marché de Java. Seulement voilà, la vente en masse du batik industriel échoue. Les Européens ne parviennent pas à imposer leur production. Pour 2 raisons. Les Javanais boudent leurs produits, qu'ils trouvent de moindre qualité, et imposent une lourde taxe aux importations pour protéger leur économie locale. Boudés en Asie du Sud-Est, les Européens se tournent alors vers leurs colonies africaines. Installés depuis le XVIIe siècle sur le territoire de la Gold Coast, l'actuel Ghana, les Néerlandais font déjà travailler des Ghanéens mis en esclavage dans les plantations de canne à sucre en Indonésie. Parmi ces derniers, certains deviennent soldats. Lorsqu'ils s'affranchissent et retournent dans leur pays, ils embarquent dans leurs valises les fameux batiks industriels refusés à Java. Et c'est comme ça que le batik indonésien, relooké et renommé, débarque sur le continent africain sous le nom de wax hollandais. Les soldats africains, après avoir fini leur guerre, ont ramené ça en Afrique comme des cadeaux qu'ils avaient partagés à leurs familles proches et de portée en portée, de bouche à oreille, d'image en image, le was a été adopté
en Afrique. L'engouement pour ce nouveau produit est incroyable et le succès est immédiat. Les femmes s'en emparent, d'Accra à Cotonou, en passant par Lomé. Les missionnaires qui ont introduit des machines à coudre dans ces territoires imposent ces cotonnades dans les ateliers, car elles sont, selon eux, plus faciles à travailler que les tissus locaux. Mais dans les coulisses, c'est une famille néerlandaise qui en tire profit, les Van Vlissingen. Déjà implantés au Ghana, ils pressentent la croissance du marché togolais. Dès les années 1880, ils ouvrent une succursale à Lomé. Ainsi naît la VAC, la Vlisco African Company. Et c'est là d'où est né les Nana Beans. Jusqu'à ce jour, les Nana Beans existent encore. Nana, pour mère en langue mina, Benz, car elle roule en luxueuse Mercedes au milieu des années 60. C'est avec elle que Vlisco signe un contrat exclusif pour distribuer le wax. Et ce sont elles qui vont le populariser. Très bonnes marketeuses, elles servent aussi d'enquêtrices à Vlisco pour sonder les Africains sur leur goût. On parle alors d'une vingtaine de femmes, les premières milliardaires d'Afrique. Si bien que dans les années 80, elles sont à la tête d'empires commerciaux qui importent le wax des Pays-Bas et l'exportent partout en Afrique de l'Ouest et centrale. Depuis, le wax domine, le wax fait vendre, le wax fait Afrique. Alors je suis dans le marché de Dantokpa et je suis ici pour acheter du pagne wax. Bonjour Bonne madame. arrivée. Merci. Que puis-je pour vous? Alors je cherche à acheter des pagnes Vlisco. Il n'y a que des Vlisco dans cette boutique. C'est à la bonne adresse. Avec ses 7000 vendeuses, Dantokpa est le plus grand marché de pagne d'Afrique de l'Ouest. Comment ça s'appelle ce pagne? Ceinture de mon mari. Mais pourquoi ceinture de mon mari? Ça donne une assurance à l'homme de savoir que sa femme lui est fidèle. C'est un peu une façon pour sa femme de lui dire je te suis fidèle. Je te suis fidèle. Bah écoute, on va prendre la ceinture de mon mari. Ah merci. Et comment on l'appelle celui-ci? Dans notre langue locale, on appelle ça Asemaya Djakagbe, ce qui signifie que la souris n'est pas l'égale du chat. En gros, ne nous confondez pas. Voilà, même si on s'habille de la même manière, nous ne sommes pas les mêmes. Ça aussi, la couleur, elle est pas du tout mal. Ça, c'est le symbole de la famille. Ah, c'est le fameux tissu famille. Oui, la poule et ses poussins. C'est-à-dire qu'il vient d'ailleurs, mais une fois qu'il est ici, il est même rebaptisé pour pouvoir effectivement s'ancrer complètement dans la société et dans le quotidien en fait des habitants ici. Je veux comprendre comment ce tissu caméléon arrive aussi aisément à changer de couleur et de nom. Comment il a réussi à s'incruster dans les habitudes des gens jusqu'à dominer complètement le marché du textile local. Mes recherches me conduisent à Sarah Kodjo. Elle est dans l'industrie de la mode depuis plus de 15 ans. En fait, je pense que ce tissu a répondu à deux besoins essentiels qui ont toujours existé dans nos zones africaines. C'est la ventilation. Ce sont des tissus qui ne sont pas lourds et qui sont colorés avec la reprise de motifs traditionnels africains. Elle m'explique qu'une fois adopté, le wax s'est subtilement glissé dans la coutume, puis s'est fondu dans l'environnement avant de devenir une tendance. Par exemple, vous avez des wax qui ont des signes de l'astrologie africaine. Vous avez des wax qui reprennent des motifs floraux, qui reprennent des animaux qu'on trouve dans la nature africaine. Donc il y a plein de choses qui ont rapport spécifiquement avec le visuel africain et qui ont fait que ce tissu s'est imposé. Donc on peut dire que le wax a réussi son déguisement. Absolument. À partir du moment où c'était la seule offre à l'époque pour l'habillement, pour les vêtements, ça s'est imposé dans la culture et c'est devenu vraiment presque indispensable. Et à partir du moment où c'est rentré dans la mentalité, c'est rentré dans les habitudes, c'est difficile de faire sans. Pour moderniser son image et contrôler sa chaîne de distribution, le wax s'est également diversifié. Et pour conquérir toutes les couches de la société, il a muté. Alors là, par exemple, je tiens 3 pagnes, on dirait 3 pagnes différents. On a là Woodin, qui est un pagne fabriqué au Ghana, Uniwax, qui est un pagne fabriqué en Côte d'Ivoire, et on a le Vlisco, qui est un pagne fabriqué en Hollande. Sans oublier GTP, également fabriqué au Ghana. En réalité, les 4 sont distribués par John Walden, une filiale du groupe Vlisco. Vous allez me dire, mais c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'on a un tissu qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas afin de se remplir les poches. Et cela désavantage les tissus locaux depuis plus de 200 ans, aussi bien en Afrique que dans le reste du monde. Le wax fait ombrage à un point où les gens ne font même plus de recherche. Il faut savoir que Vlisco à lui seul produit chaque année 70 millions de mètres de wax. 90% sont écoulés en Afrique pour un chiffre d'affaires annuel de 300 millions d'euros, soit 197 milliards de francs CFA. Le reste de la production est presque totalement exporté vers la France et le Royaume-Uni, où vivent d'importantes diasporas africaines. Ajoute à ça le wax contrefait, car le copieur, victime de son succès, a été copié. Désormais, le wax chinois inonde le marché. À Paris, par exemple, 96% des wax vendus sont des contrefaçons. Le wax est resté cher jusqu'à nos jours. Les Chinois, qui sont hyper forts dans le dumping, ils ont pu piocher le dessin
et le faire comme eux. Tu retrouves le faux dans le même dessin, tu te l'achètes et puis tu trouves un couturier qui te tape une très belle modèle et puis voilà. Les grands perdants de cette usurpation d'identité sont les tissus africains. Voici à quoi ils ressemblent sur une carte. Le mandjak au Sénégal, le bogolan au Mali, le kamva au Bénin, le kente au Ghana, le tougou au Cameroun, le choué-choué en Afrique du Sud, le lamba à Madagascar, le schéma en Éthiopie ou encore le chèche en Libye et dans la région du Sahel-Sahara. Dans les ateliers de couture et sur les marchés comme celui de Dantokpa, tous ces tissus sont en voie de disparition, constate le styliste Imana ici. J'estime que l'Afrique a mieux à montrer. Et l'Afrique mérite mieux. L'Afrique a ses propres tissus que le monde entier doit connaître. Surtout quand on voit le manque à gagner pour les pays africains. Rien qu'en Afrique subsaharienne, le secteur du textile et de l'habillement représenterait un marché d'environ 31 milliards de dollars. C'est le deuxième secteur qui emploie le plus dans les pays en développement après l'agriculture. Et ce secteur-là est toujours dominé par le wax. Pourtant, avec tous ces tissus, l'Afrique peut habiller l'Afrique. Je l'ai vu chez les créatrices et créateurs de mode qui ont pris les devants et qui le prouvent. C'est le cas d'Elvira, qui n'utilise plus le wax depuis plus de 10 ans. Le wax est déjà fait, créé, pensé par les Hollandais qui l'ont mis à la disposition des autres peuples. Qu'est-ce que les Africains font pour valoriser les matières sources? Parce que pour moi, ce sont ces matières-là que nous devons valoriser et éviter de chercher ce que nous n'avons ni pensé ni créé. Avec son équipe, elle a lancé son propre pagne tissé. Nous avons produit plus de 300 rouleaux. C'est énormément de tissés produits et tout cela a été vendu. Nous avons vendu dans plusieurs pays à travers le monde, en Europe, en Asie, en Afrique aussi. Et les gens consomment toujours, mais ce n'est pas encore ça. Elle me dit qu'il faut aller beaucoup plus loin. Il y a un travail d'acceptation de soi à faire. Et ça va partir de là. Si on ne s'accepte pas, on ne pourra pas aimer ce que nous avons. Et on va toujours trouver que le wax est beau, on l'importe, mais qu'est-ce que nous faisons? J'ai retrouvé cette même détermination chez Lucie Thibouté. Elle et ses tisserands travaillent à rendre le pagne tissé plus attractif et plus agréable à porter. Auparavant, le pagne tissé était fait en polyester et ce tissu était lourd. Et comme il fait aussi très souvent chaud, ils ne se sentaient pas suffisamment à l'aise, c'est ça. Et vous avez compris ça et vous êtes parti d'ici à... Ça, qui est aujourd'hui du pagne tissé fait purement en coton. Et selon le grammage, cela permet d'obtenir un pagne tissé plus léger que celui du polyester. On sent presque l'air peut passer au travers. Voilà. Alors qu'ici, c'est comme une couverture. Mais du coup, c'est pas si mauvais que ça parce que les gens peuvent toujours porter ça quand il fait froid. Bien sûr. Et j'imagine que vous devez être fier de ce que vous avez accompli. Très fier. Comme moi, vous devez vous demander, mais en quoi tout ceci est important? Voyez-vous, le tissu n'est pas qu'un vêtement, c'est un porteur d'histoire. Et le textile fait découvrir les cultures. C'est une façon de voir le monde, mais surtout de se montrer au monde. Car on ne s'habille pas seulement pour se couvrir, on s'habille aussi pour se dévoiler, afficher une personnalité et parfois revendiquer l'appartenance à un groupe ethnique ou à une cause. C'est du moins ce que Nadia m'a permis de comprendre. Alors Nadia? Waouh, Rémi, quel changement, c'est tout beau. Merci beaucoup. C'est agréable à la vue, c'est aussi agréable au toucher. Et au porté. Très confortable. La matière première, elle est complètement locale. Nous travaillons à partir d'une toile qui est produite avec le coton qui est produit au Bénin. Le savoir-faire est un savoir-faire local et la main-d'œuvre également est locale. La création également est locale. Nadia s'est spécialisée dans le tissu teint à l'indigo selon un procédé traditionnel. Elle n'utilise que des teintes végétales éco-responsables. Nous avons également travaillé à trouver la méthode culturelle qui permet de reproduire, de domestiquer le Philoneptera cyanensis, qui est la plante que nous utilisons pour notre teinture. Elle a baptisé son tissu El Louvo. La particularité, la touche que nous vous avons apportée, c'est que nous l'avons sorti de l'environnement des grands boubous, des tenues de maison auxquelles les gens les avaient habitués. Nous faisons des tenues chic, j'ai envie de dire couture. Nous allons aussi sur du sport, du casual. Nous faisons aussi des tenues de travail, également du linge de maison. D'après elle, les tissus locaux grappillent de plus en plus de parts de marché et les choses s'améliorent. Parce que les consommateurs sont à la recherche d'une identité, d'une spécificité, d'une certaine authenticité. Et c'est sur ce chemin-là qu'ils nous croisent. Est-ce que vous êtes optimiste à l'idée que peut-être demain, tout le monde s'habillera à la couleur indigo dans les rues de Cotonou et pourquoi pas en Afrique? Chez moi, on dit, nous tenons vaudou, que tes lèvres soient prières. Reste à produire en quantité suffisante pour pouvoir satisfaire la demande en vendant à bas prix.
C'est en tout cas l'ambitieux projet du gouvernement béninois. Parallèlement aux initiatives privées, il veut désormais transformer sa matière première à grande échelle. Le Bénin est aujourd'hui le premier producteur de coton en Afrique, avec une production record qui a atteint 765 000 tonnes en 2021. Et donc, toute cette production était exportée de façon brute vers le Bangladesh et d'autres pays. Et aujourd'hui, dans cette zone, nous transformons ce coton, notamment 40 000 tonnes de coton par an, dans 3 unités intégrées de textile, où nous passons de la fibre aux vêtements. Ces usines assurent une chaîne complète de transformation, du filage à la confection. Le but, créer des chaînes de valeur allant de l'approvisionnement en matières premières à l'exportation de produits finis. Pour transformer tout ce que nous produisons comme fibre aujourd'hui en République du Bénin, à peu près 305 000 tonnes de fibres, il nous faut une trentaine d'unités intégrées de textile. Donc l'idée, c'est de faire ces investissements pour que dans les 5 à 6 prochaines années à venir, nous puissions avoir cette trentaine d'unités intégrées de textile installées dans la zone pour transformer la quasi-totalité de notre production de fibres. Avec tout ça, je ne peux m'empêcher de me demander comment le wax parvient-il encore à dominer le game? La réponse se trouve pourtant sous mes yeux, sur les nombreux panneaux qui jonchent les rues, dans les temples et les églises. Le wax est partout et il fait beaucoup parler de lui, même sur les réseaux sociaux. C'est la dealeuse des chic pagnes, en direct, en train de faire la promotion des pagnes Vlisco qu'elle vend ici. Il y a eu beaucoup d'influenceurs, beaucoup de publicité autour de cette marque, la raison pour laquelle c'est la référence à l'heure actuelle. Pour séduire, le wax surfe sur le nom et le prestige de sa maison mère, sur l'image des stars locales et surtout sur l'imaginaire africain. Un imaginaire complexé, m'expliquent ces 2 journalistes béninois. Pour Josué Merwenou et Rachida Rousson, c'est tout le style vestimentaire qu'il faut questionner. Les tissus importés de Chine, d'Inde ou d'Europe étant préférés aux tissus fabriqués sur place. On a développé au fil du temps un complexe qui laisse croire dans le subconscient collectif que n'est bien habillé que celui qui a mis un costume, et lorsqu'on porte des habits réalisés peut-être à partir des tissus locaux qu'on ne l'est pas forcément. Quand vous allez en soirée ou bien dans une cérémonie, parfois c'est mis tenue de ville, tenue française. Donc c'est la veste et la cravate pour les hommes. Et puis pour les femmes, c'est aussi une veste et une jupe ou bien un tailleur, un pantalon. Je leur demande alors ce qu'il faut faire selon eux pour changer la donne. Josué me répond que c'est d'abord une question de volonté politique. Imaginons un temps soit peu que les autorités, par exemple, béninoises, décident que le lundi ou le mardi, dans toutes les administrations publiques, par exemple, on porte le tissu de pagne teint à l'indigo, ce que vous portez là, ou que Rachida porte, c'est également de l'indigo, peut-être le pagne tissé. Qu'on décide rien que cela, ne serait-ce qu'une seule journée dans la semaine. C'est ce qu'a fait le gouvernement ghanéen, qui a désigné le mercredi comme journée du fougou, un vêtement traditionnel du nord du Ghana. Ou encore le Burkina Faso, qui a décrété l'emblématique faso d'Anfani, tissu obligatoire pour toutes les tenues scolaires. Les couleurs sont chatoyantes, le ton unique, ce qui est un peu sombre avec ce qui est flashy. C'est vraiment de l'art, c'est très beau à voir. Moi, je trouve qu'il y a tellement de potentiel à exploiter qu'on ignore. Dans le même temps, on fait la promotion du Made in Benin, on fait la promotion de la fabrication locale et on crée dans le subconscient collectif la possibilité pour nous d'aller travailler sans être embrigadés, sans être enfermés dans les costumes et dans les cravates que nous nous sentons parfois obligés de porter, mais en fait que rien ne nous oblige à porter. J'ai tenu à clôturer cet épisode avec mon coup de cœur, les pépitards. Car pour moi, cette troupe incarne peut-être la génération de l'espoir. Ils sont âgés entre 5 et 18 ans, formés pour être des gardiens des danses et percussions béninoises. Et regardez comment ils sont tout beaux, magnifiques dans leurs habits, cousus en tissu d'ici par des tisserands d'ici. L'objectif principal, c'est d'en faire des pionniers d'une nouvelle génération d'Africains qui apprennent très tôt de leur patrimoine immatériel pour aller de l'avant. Pourquoi est-ce si important que cette nouvelle génération s'approprie l'habillement? Parce que les enfants, ils viennent dans un monde où il y a tellement d'éléments, tellement d'informations, tellement de choses à s'approprier que des fois, ils se perdent. Mais quand vous partez de l'essence que leur culture, il faut que cela se sente dans tous les compartiments de ce que vous faites. Il devrait marier aussi cette culture vestimentaire que nous avons.